Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous installer. On va démarrer cette session sur approche syndromique en diagnostic moléculaire de routine. Quand le mythe devient réalité. Donc, je suis très heureux de modérer cette session avec Éric Denès de Limoges, qui est infectiologue, et moi-même qui suis virologue au CHU de Reims. Donc, le premier orateur que j'ai le plaisir de présenter, c'est Jacques Isopé de Toulouse, qui est responsable du laboratoire de virologie du CHU et du CNR de l'hépatite E. Et je lui ai confié comme mission de nous parler de multiplex rapide versus monoplex, avant d'aller un peu plus dans le détail sur ces tests moléculaires. Merci beaucoup, Jacques. Merci, Laurent. Bonjour à tous. J'ai quelques difficultés à lancer la première plaque. Bon. Sur Escape, je crois. Ah, Escape, oui. Oui, merci. Bien, donc bonjour à tous. Au cours de ces dernières années, le diagnostic moléculaire en infectiologie a évolué de manière considérable, avec des différentes percées technologiques. Et ces évolutions sont parfois contradictoires, mais au mieux complémentaires. Alors en fait, ces différents axes sont l'automatisation et la consolidation, avec des systèmes compacts permettant l'extraction des acides nucléiques, l'amplification et l'analyse qualitative ou quantitative. Parallèlement, une miniaturisation avec des systèmes portables, le développement des solutions numériques avec les objets connectés, et puis le multiplexage permettant la recherche simultanée de plusieurs pathogènes, virus, bactéries, champignons et parasites. Alors, les objectifs poursuivis donc, sont d'une part le diagnostic syndromique, que l'on connaît dans différents domaines, bien sûr, les infections respiratoires, digestives, neurologiques, les infections sexuellement transmissibles, voire également infections à transmission vectorielle. Le deuxième objectif est la rapidité et la simplicité, ce qui permet d'optimiser la prise en charge médicale et réduire potentiellement les coûts de santé. Les techniques disponibles peuvent être classées selon le type et le nombre de pathogènes, et de manière très schématique, pour répondre à la question qui m'a été posée, des techniques dites low-plex par rapport aux techniques multiplex, c'est-à-dire les monoplex ou biplex, et donc des techniques spécifiques de bactéries, permettant la détection donc, de bactéries, de virus, de champignons ou de parasites, et parfois des techniques mixtes permettant la détection de ces différents pathogènes. Les techniques peuvent être classées également en fonction des modalités d'extraction des acides nucléiques précédant l'amplification génique, qui s'effectue par PCR ou TMA. Et donc on distingue deux grands groupes, des techniques avec extraction d'acides nucléiques indépendantes, ce sont des tests en série, et des techniques à extraction intégrée, ce sont des tests unitaires. Alors évidemment, la différence pratique importante entre ces deux groupes de techniques est le délai d'obtention de résultats après les étapes analytiques. Alors les attentes de ces techniques, pour le clinicien, c'est l'obtention d'un résultat rapide et fiable. Pour le biologiste, c'est la simplicité, le temps de manipulation réduit, des performances diagnostiques, le coût et également donc, les modalités de prise en charge en termes de remboursement en fonction que ces examens sont dans la nomenclature ou hors nomenclature. Alors les infections respiratoires donc, consistent donc se prêtent particulièrement au diagnostic multiplex ou low-plex. Et donc mon propos sera ciblé donc, dans ce cadre-là. Donc les questions posées donc sont y a-t-il une infection du tractus respiratoire supérieur ou inférieur? Y a-t-il une atteinte bronchique ou du parenchyme pulmonaire? S'agit-il d'une infection communautaire ou liée aux soins? S'agit-il d'une infection sur poumon sain ou pathologique? Y a-t-il une infection chez un patient immunocompétent ou immunodéprimé? Et donc, évidemment, les approches pourront aussi être différentes selon qu'il s'agit d'un enfant, d'un adulte ou d'un sujet âgé.
Et bien sûr, toutes ces questions s'inscrivent dans le contexte des recommandations pour la prise en charge des pneumonies communautaires avec une antibiothérapie probabiliste et une réévaluation à la 48 à 72e heure. Alors, les objectifs spécifiques donc sont tout d'abord le diagnostic étiologique de l'infection avec une distinction entre infection virale et bactérienne, l'identification du pathogène, la veille épidémiologique. Un deuxième cadre est la mise en œuvre d'un traitement antiviral ou antibactérien efficace et adapté, ceci relevant bien sûr du bon usage des anti-infectieux et surtout de la prévention de la résistance. Et enfin, un dernier objectif est la maîtrise du risque infectieux avec l'isolement ou le dé-isolement, le parcours de soins, sortie ou au contraire hospitalisation et bien sûr, dans certaines situations, le contrôle d'une épidémie. Tous ces points ont été donc rappelés et résumés donc, dans cette revue, publiée par Zumba dans Lancet Infectious Disease il y a quelques années. Donc les prélèvements donc, sont des prélèvements en fonction du contexte clinique nasopharyngé ou des prélèvements profonds, crachat, liquide broncho-alvéolaire ou aspiration trachéobronchique. Les tests monoplex ou biplex unitaires comportent dès aujourd'hui différents dispositifs. Et les dispositifs en fait, permettant d'obtenir une réponse à moins de 2 heures sont listés donc, sur cette plaque, avec donc, par exemple la technique Roche-Cobas avec un résultat en moins de 20 minutes, CFAID 60 minutes, liaison MDX 60 minutes et la technique Luminex avec un résultat disponible en 120 minutes. Les avantages de ces tests sont tout d'abord qu'ils peuvent être réalisés en biologie délocalisée et leurs performances analytiques sont excellentes avec une sensibilité, une spécificité supérieure à 97%, comme cela est souligné par plusieurs publications récentes et en fait la liste n'est pas exhaustive. Les limites de ces tests, c'est que donc, il y a une identification limitée des co-infections virales et ils ne permettent pas l'identification d'une co-infection bactérienne. En ce qui concerne les tests multiplex, plusieurs dispositifs sont disponibles. J'ai mentionné ici ceux pour lesquels nous avons au laboratoire une petite expérience. En ce qui concerne la détection du virus, vous voyez que le panel est très complet, que ce soit donc pour la technique Filmaré, la technique IPLEX, technique Allplex et Luminex. Donc ces deux dernières techniques permettant un rendu de résultats à peu près 4 heures par opposition aux deux techniques précédentes pour lesquelles le rendu de résultats est inférieur à 2 heures. Pour ce qui est des bactéries détectées de manière simultanée avec les virus, donc là encore, vous voyez que les bactéries, le panel donc est assez complet pour certaines techniques, notamment avec la technique Allplex, qui permet également de détecter Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae. Alors, certaines études ont permis de comparer ces techniques entre elles, en particulier la technique XPERT flux RSV, donc de CFAID par rapport à la technique Filmaré de Biomérieux. Cette technique a comparé les résultats sur 128 écouvillons nasopharyngés et comme vous le voyez, la concordance est excellente, donc que ce soit pour la détection de la grippe A, de la grippe B ou de VRS. Donc sur le plan analytique, il y a vraiment une performance équivalente de ces approches. Alors une autre technique a permis ou d'autres études ont permis de comparer les techniques multiplex entre elles. Donc cette étude a comparé la technique Filmaré avec la technique Luminex. Là encore, vous voyez sans détailler les chiffres, donc dans la partie droite, on voit tout à fait en bas un coefficient kappa de 0,92 qui témoigne d'une très bonne concordance dans la détection de tous ces pathogènes entre les deux types de techniques. Alors un point important est d'apprécier l'impact de l'utilisation d'un test moléculaire dans la prise en charge et en particulier donc, pour ce qui concerne les techniques multiplex. Cette étude a été réalisée donc, chez l'enfant présentant une infection respiratoire aiguë aux États-Unis
Et donc c'est une étude de design pré-post, avant l'utilisation d'une technique multiplex et après l'utilisation d'une technique multiplex. On voit qu'il y a dans cette étude un impact sur le délai du résultat. Donc après la mise en place d'une détection multiplex des pathogènes, un impact sur le pourcentage de patients ayant un résultat aux urgences, un impact également en termes de durée du traitement antibiotique. Et en ce qui concerne la durée de séjour et la durée d'isolement, il y avait une différence significative en cas de test positif. Une autre étude a été publiée en 2016, cette fois-ci donc chez l'adulte avec infection respiratoire aiguë, également aux États-Unis. Donc, comme attendu, c'est une étude pré-post. Donc, comme attendu, une différence significative a été observée pour le délai de rendu du résultat, en particulier de résultats de grippe, par rapport à l'approche conventionnelle. Un impact également sur le délai du résultat d'une infection autre que la grippe. Et en régression logistique multivariée, il a pu être objectivé donc dans cette étude pour les patients positifs pour le virus influenza, un impact sur la durée de séjour, sur la durée de traitement antibiotique, le nombre de radiographies. Par contre, aucune différence dans cette étude n'a été observée pour les patients positifs pour les autres virus. Enfin, une étude importante parce que c'est une étude prospective et qui permet de pallier, je dirais, aux imperfections méthodologiques des deux études précédentes. Cette étude prospective a consisté à mesurer l'impact de l'utilisation d'un test moléculaire multiplex chez l'adulte présentant une infection respiratoire aiguë. 720 patients ont été randomisés en deux groupes. Un groupe intervention pour lequel donc, une détection des pathogènes par FILMARRAY a été réalisée, et un groupe contrôle donc, qui n'a eu qu'une prise en charge standard, sans test ou avec un test PCR. Les résultats de cette étude sont résumés sur cette plaque. Sur le critère principal d'évaluation qui était dans le pourcentage de patients avec prescription d'antibiotiques, il n'y avait pas de différence. Par contre, des différences ont été observées dans le groupe intervention avec un pourcentage de patients avec dose unique d'antibiotiques ou traitement de courte durée dans ce groupe-là a été objectivé. Également, un impact a été observé sur la durée de séjour et l'utilisation appropriée d'antiviraux, donc d'inhibiteurs de la neuraminidase. Alors, un point qui fait consensus aujourd'hui est l'intérêt majeur des techniques multiplex pour la surveillance épidémiologique, ce qui est évidemment très accessible quand on utilise ce type de dispositif par rapport à ce que l'on avait jusqu'à présent avec une multiplication de tests PCR, pas toujours prescrits de manière simultanée. Cette étude que nous avions réalisée il y a déjà quelques années à Toulouse, aux urgences pédiatriques, a consisté à rechercher ces virus chez 914 enfants. Et donc, dès cette époque, nous avons été frappés par la fréquence de détection des virus dans cette situation, dans 88,7%, avec une très grande fréquence de détection du VRS, mais également des rhinovirus, également dans une certaine mesure des coronavirus. Donc, nous avons pu observer également des différences dans la distribution de ces virus selon que l'on avait une atteinte du tractus respiratoire supérieur ou un tractus respiratoire inférieur. Et en particulier, donc, dans la fréquence des co-infections. Ces co-infections étaient plus fréquemment observées donc, en cas d'atteinte du tractus respiratoire inférieur, 20%, dans la partie droite de ce diagramme, et 10% lorsque l'atteinte concernait le tractus respiratoire supérieur. Et la détection des virus, vous voyez, était aussi plus fréquente en cas d'atteinte du tractus respiratoire inférieur. Ces données, en fait, ont été également décrites plus récemment dans le cadre de la surveillance épidémiologique chez l'enfant, notamment donc, une étude réalisée par Benoît Buisseau à Bichat, donc chez 344 enfants,
avec une détection de virus dans 51,4% donc des cas et des co-infections dans 9,2%. De même, une étude réalisée au CHU de Saint-Étienne, donc chez 85 enfants ayant une pneumopathie aiguë communautaire, où là, donc les virus, mais aussi les bactéries ont été détectés. Les virus ont été détectés dans 62% des cas, bactéries 5%, et des infections mixtes, bactéries-virus 28%. Dans le contexte de la surveillance épidémiologique chez l'adulte, deux autres études intéressantes, une réalisée encore à Bichat par Benoît Vissot, ayant pu détecter dans cette situation des virus dans 29,2% des cas, et une co-infection beaucoup moins fréquente chez l'adulte, 1,6% des cas. Une autre étude mérite d'être mentionnée, réalisée à Bichat également, chez 174 patients ayant des pneumopathies aiguës communautaires, où les virus ont été détectés dans 31% des cas, bactéries 26%, bactéries et virus 26% des cas. Il est intéressant de noter que dans cette situation d'infection mixte, les complications plus fréquentes ont été observées. Alors au CHU de Toulouse, donc, nous utilisons depuis 3 ans des techniques donc, multiplex. Ce sont des multiplex pour lesquels un résultat est obtenu en 4 heures à peu près. Donc selon les années, en fait, on observe que le nombre de tests donc, augmente bien sûr pendant la période hivernale. On peut observer également que la fréquence des positifs correspond au pic de demande des examens. Donc on voit que donc, ces positifs donc, surviennent à peu près donc, au mois de décembre en termes de pic janvier-février. Et la fréquence des co-infections donc, est là aussi, rejoint ce que nous avions observé antérieurement, à peu près 20% des cas, quelles que soient les saisons. En ce qui concerne la détection des virus grippe A, grippe B et VRS, donc comme attendu, c'était des notions connues mais qui ont pu être vraiment consolidées. L'infection à VRS précède généralement, ou la période d'infection à VRS précède donc la période de détection du virus grippal. Donc, sauf pour la saison précédente où en fait les deux types de virus ont été détectés de manière simultanée à la même époque. Alors finalement, quelle stratégie, et en synthèse, quelle stratégie retenir? Finalement, différentes approches peuvent être proposées, des techniques multiplex rapides, systématiques, indépendamment de la saison et de la population. Donc l'inconvénient de cette approche peut être probablement lié au coût. Une deuxième approche pourrait être de réaliser des multiplex systématiques avec des techniques low-plex, donc en particulier duplex, grippe, VRS, en première ligne, lors des pics épidémiques et en particulier pour les urgences pédiatriques. Et une question importante est également de savoir s'il faut avoir recours à la biologie délocalisée ou réaliser ou continuer à réaliser, comme la plupart des laboratoires, des tests centralisés. Alors finalement, donc, cette problématique pourrait être dépassée avec les approches sans a priori par métagénomique, et là encore, finalement, avec des évolutions très différentes et des systèmes centralisés de très grande capacité ou des systèmes très proches du terrain permettant de détecter n'importe quel pathogène de manière très rapide. Finalement, je terminerai ma présentation par les limites donc, que nous connaissons actuellement. Les algorithmes diagnostiques sont encore imprécis et peu évalués. Il y a également des cultures organisationnelles différentes selon les sous-disciplines microbiologiques, en particulier en virologie ou bactériologie, ou parasitologie d'ailleurs. Les études comparatives coût-efficacité sont encore limitées, mais elles seront importantes pour définir la meilleure stratégie. Et puis, il y a des incertitudes liées à la nomenclature et les référentiels hors nomenclature. Voilà, je tiens à remercier mes collègues du plateau technique d'infectiologie, le service de pédiatrie, le service de transplantation et bien sûr mes collègues infectiologues. Merci Jacques pour cet exposé très complet, avec des publications que je ne connaissais pas, de 2017. Donc la communication ouverte à discussion.
François Caron. Oui, merci beaucoup de l'exposer. Moi, je trouve que la prévalence des co-infections dans ces différents tests interroge par rapport aux données classiques, aux données académiques. Évidemment, je mets à part la grippe qui, de toute évidence, tourne vinaigre, et ce, sur un fait à bactéries, on connaît ça depuis des lustres. Et donc, la question est celle du seuil de détection. Donc, est-ce que vraiment vous pensez qu'il y a tant de co-infections virales et au hasard, que donnent ces tests chez des sujets asymptomatiques? Tous ceux d'entre nous, là, qui tous pas, là, on fait une multiplex à la sortie, il y a un petit stand là qui vous attend. Ça donne quoi? Alors en effet, là, on peut être frappé par une fréquence de co-infection relativement élevée, en particulier chez les enfants, donc avec des chiffres supérieurs à 10 et parfois pouvant atteindre 20%. Je pense que ce n'est pas un problème de limite de détection des tests. Alors, puisque quand on compare à l'adulte, la fréquence des co-infections est beaucoup plus faible. Donc, je pense que ce sont des co-infections réelles. Les co-infections chez l'adulte, en fait, elles sont plus fréquemment détectées avec des chiffres allant à 2-3%, mais elles ne sont pas si fréquentes que ça chez l'adulte. Par contre, la question est de savoir qu'est-ce qui se passe si l'on réalise des tests systématiques chez les personnes asymptomatiques, chez les enfants asymptomatiques. Ça a été fait. Et il y a tout de même des différences, c'est-à-dire on ne trouve pas des virus avec ces techniques-là chez toutes les personnes. Donc, je pense que ça reflète une réalité. Maintenant, est-ce que finalement cette information sera utile au-delà de la limite de détection faible? Mais en fait, la limite de détection correspond aux limites de détection des tests PCR. Il n'y a pas de différence entre des approches multiplex, par exemple, qui permettent de mettre en évidence ces co-infections ou plusieurs PCR. Donc après, effectivement, comment doit-on gérer ces co-infections et est-ce que véritablement il y a des manifestations symptomatiques plus sévères dans cette situation par rapport à une situation où il y a simplement une co-infection? Donc je pense que des études prospectives et les études en cours permettront de répondre à ces questions prochainement. Personnellement, je n'ai pas la réponse. Quand on regarde les données de la littérature, en effet, certaines études suggèrent que la mise en évidence d'une co-infection pourrait être associée à des formes plus sévères, mais je reconnais que ce sont des données qui sont encore fragiles. Moi, j'avais une question. Alors, faut-il faire les tests multiplex chez tout le monde en pédiatrie ou seulement chez les cas graves? Et ma deuxième question, c'est faut-il garder des tests multiplex et des tests monoplex? Alors j'ai posé les questions, tu as remarqué que je n'ai pas véritablement répondu, donc je vais essayer de donner ma position de manière synthétique. Je pense que les tests multiplex sont particulièrement intéressants chez les cas graves. En effet, dans ces situations-là, c'est quelque chose qui me paraît très important et très intéressant, d'autant que ces multiplex rapides, surtout s'ils mettent en évidence certaines bactéries pertinentes, peuvent permettre la mise en place d'une stratégie thérapeutique rapide. Donc dans ces situations, c'est très clair, il y a un avantage décisif. Ensuite, utiliser ces techniques multiplex au long cours, quelle que soit la période de l'année, quelles que soient les populations, je pense que là, il y a un problème économique dont il faut tenir compte. Voilà. Et dans ces situations-là, il est peut-être préférable de cibler le type de population et à certaines périodes de l'année, avoir recours en première ligne au moins à des tests moins onéreux en première ligne pour identifier ce qui est le plus important pour le clinicien et la prise en charge thérapeutique. Mais l'avis des cliniciens est bien sûr très importante. Ça me permet de rebondir. Quel est l'intérêt? Alors, épidémiologique, j'ai compris, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir un résultat en 30 minutes pour faire de l'épidémiologie? Ça, c'est un autre problème. Mais en tant que prescripteur, moi, j'ai besoin de savoir, est-ce que c'est une bactérie, est-ce que c'est la grippe ou est-ce que c'est un virus que je ne vais pas traiter? Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir tout ce panel en une demi-heure ou 2 heures, ou est-ce qu'il faut penser à d'autres tests qui pourraient dire j'ai besoin d'un traitement, j'ai pas besoin de traitement? J'ai vu qu'il y avait une diminution sur la durée de séjour. Bon, après, c'est des tests statistiques, mais entre 5,7 jours et 5,9 jours, enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais globalement, c'est comment le système informatique des patients marche.
C'est plus est-ce que je dois mettre en route un antibiotique plutôt que est-ce que je dois l'arrêter plus tôt. Oui, je suis tout à fait d'accord. On n'a pas besoin de multiplex rapide pour faire de l'épidémiologie ou de la surveillance épidémiologique. Je pense que dans certaines situations et pour coller à la prise en charge, dans certains cas, des techniques rapides, qu'elles soient multiplex ou monoplex, sont largement suffisantes et permettent d'adapter au mieux et de répondre aux questions que se pose le clinicien. J'ai une autre question. Alors, quelle est ta vision? Est-ce que les futurs tests multiplex doivent être quantitatifs ou semi-quantitatifs pour les prélèvements respiratoires et digestifs, qui sont des sites ouverts respiratoires et digestifs? On sait qu'on a des multiples détections possibles. Alors cet aspect-là rejoint la première question qui a été posée. Donc il est clair que l'aspect quantitatif pourrait être intéressant s'il y a un lien avec les manifestations cliniques. Donc pour l'instant, peu de tests, si ce n'est regarder les CT. Donc c'est une approche donc assez grossière, mais il se peut que si un test permet une quantification des pathogènes détectés, il puisse y avoir réellement un intérêt, en tout cas sur le plan du pouvoir pathogène de l'infection. Si j'ai bien vu, Streptococcus pneumoniae fait partie de la batterie que d'un. Oui, pour l'instant, mais ça va se développer. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a des problèmes techniques ou c'est des choix stratégiques? Non, en fait, donc pour Streptococcus pneumoniae, le problème est le problème du portage et peut-être de l'interprétation que l'on peut faire dans la détection de cette bactérie. Et donc, effectivement, peut-être là aussi, une approche quantitative pourrait être particulièrement utile. Mais pour l'instant, en fait, quels que soient les systèmes, je pense que les panels vont se compléter. Sur un plan analytique, ça ne semble pas poser de problème. C'est un choix de design de test. Et je pense que le panel des bactéries devrait se compléter prochainement. Il existe même d'ailleurs des systèmes qui sont plus adaptés, des systèmes multiplex, plus adaptés à la recherche de bactéries. Encore une question, M. Caron? Une réflexion? L'expérience toulousaine est finalement très conséquente, avec des milliers de tests là, au fil des 4 ans. Est-ce que vous avez collectivement la vue des indicateurs se modifier, par exemple en exposition antibiotique, dans les unités concernées, en durée d'hospitalisation, parce que là c'est finalement dans la vraie vie, quoi. Donc des milliers de tests appliqués, si j'ai bien compris, à quelques équipes, à quelques typologies de patients, mais est-ce que ça a changé les pratiques? Non, en fait, comme je vous l'ai dit, ces tests ont été réalisés je dirais, en termes de surveillance épidémiologique. Il n'y avait pas de vocation à évaluer les aspects médico-économiques, mais je crois qu'au cours de cette session, certains points vont être abordés pour répondre plus précisément à cette question. Alors, le dernier orateur de cette session sera le docteur Aymeric Canté de Saint-Étienne, qui va nous parler de l'intérêt dans les pneumonies aiguës communautaires en pédiatrie, justement des tests multiplex. Et j'espère qu'il va nous donner un éclairage sur les résultats préliminaires de ce PHRC auquel tout le monde attend un peu de nouveautés, de savoir ce qu'on peut l'appliquer en pratique, ces tests multiplex. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, de me donner l'occasion de vous présenter un petit peu ce projet de recherche. Alors des résultats, j'ai des résultats intermédiaires, mais pas des résultats définitifs ni qui vont pouvoir répondre de façon certaine à la question. On va en reparler. Donc l'étude OptiPac, c'est un projet de recherche intéressant qui a débuté en 2015, qui vise à étudier un petit peu l'impact sur les traitements anti-infectieux de la détection précoce par PCR, donc de plein d'agents, virus et bactéries, on a vu la PCR en question, responsable des pneumopathies aiguës communautaires de l'enfant de plus de 3 mois aux urgences pédiatriques, donc en vie réelle. C'est un financement PHRC national et il s'agit d'un essai comparatif randomisé en ouvert et multicentrique français. Donc quelques mots de contexte tout d'abord. Les pneumopathies aiguës communautaires de l'enfant, c'est quelque chose qui est, on l'a vu un petit peu tout au long de ces sessions, un petit peu différent de l'adulte. Alors c'est quelque chose déjà de relativement fréquent, c'est quelque chose de mortel dans le monde, comme on peut le voir sur cette diapositive. Et puis c'est une pathologie dont le paradigme a lentement évolué. Dans les années 90, on partait sur des étiologies qui étaient centrées sur des pathogènes bactériens, au premier rang desquels le pneumocoque et l'hémophilus, avec un quart d'étiologie inconnue et un quart d'étiologie autre. Et puis on a glissé doucement au gré des évolutions technologiques vers
un grand flou sur les étiologies des pneumopathies, où maintenant il y a plein de pathogènes différents qui sont potentiellement responsables. Une dernière publication de 2015 du New England retrace sur les pneumopathies de l'enfant l'ensemble des diagnostics étiologiques et les étiologies retenues. Donc on voit que sur les 0 à 17 ans, on est à 50% à peu près de pathogènes virales qui sont responsables des pneumopathies. Si on prend les moins de 2 ans, qui sont la majorité en fait des pneumopathies de l'enfant, on retombe sur presque 80% de pneumopathies qui sont d'origine virale. Et les pathogènes qu'on retrouve, c'est essentiellement le VRS, le rhinovirus et le métapneumovirus. Alors, il y a eu des recommandations de prise en charge un petit peu des pneumopathies aiguës de l'enfant. Les dernières sont celles de la British Thoracic Society, qui insistent sur le fait qu'il n'y a pas... Il y a beaucoup de choses dans la littérature qui disent qu'il n'y a pas de façon évidente et facile de distinguer cliniquement l'étiologie de la pneumopathie. Ça peut être compliqué encore pour les co-infections dont on a un petit peu parlé juste avant. Alors, les recommandations françaises aujourd'hui, les recommandations françaises, c'est que le risque, c'est le pneumocoque dans les pneumopathies de l'enfant, que c'est le premier agent responsable avant 3 ans et qu'il faut traiter par amoxicilline dans 100% des cas et qu'éventuellement, devant un tableau évocateur de bactéries atypiques, on peut utiliser un macrolide pour traiter un mycoplasme ou un chlamydia. Donc il y a eu des questions à ce sujet. Une recommandation de 2013 suggérait que le diagnostic moléculaire par PCR multiplex pourrait nous aider un peu dans cette indication, mais que ça n'a pas été évalué. C'est donc ce qu'on s'est proposé de faire. Donc la question de recherche d'Optipac, c'est est-ce qu'avoir une PCR rapide avec le résultat disponible donc en point of care en moins d'1 heure dans le temps du soin aux urgences pédiatriques réduit les antibiothérapies probabilistes, empiriques, inutiles. Donc les enfants que nous avons considérés sont ceux qui présentaient une pneumopathie définie comme suit, une fièvre de plus de 38,5 dans l'histoire de la maladie et une radiographie thoracique compatible avec une pneumopathie. Pour les enfants de plus de 3 mois, on le rappelle. En pratique, sur le plan méthodologique, l'enfant est inclus aux urgences pédiatriques dès le diagnostic de la pneumopathie. Une randomisation électronique a lieu et l'enfant est randomisé entre le groupe pratique habituel, où le clinicien est amené à faire ce qu'il fait d'habitude, le prélèvement est conservé, et un groupe PCR multiplex, où le clinicien est amené à faire ce qu'il fait d'habitude, avec en plus l'ajout d'une PCR multiplex sur les sécrétions nasopharyngées et d'une antigène urinaire pneumococcique. Dans les 2 cas, les prélèvements sont conservés et congelés en vue d'analyse ultérieure. La prescription du traitement n'est pas imposée par l'étude, elle est laissée à discrétion du clinicien en fonction des résultats qu'il va avoir obtenus. Il y a bien sûr une réévaluation téléphonique à H48 et à J15. Le critère principal de jugement de cette étude, c'est la prescription appropriée ou non d'un traitement anti-infectieux, compte tenu de l'ensemble des examens et de l'évolution globale de l'enfant a posteriori. C'est-à-dire qu'il va y avoir une définition, une détermination de l'étiologie définitive de la pneumopathie, compte tenu de l'ensemble des prélèvements, des résultats qu'on a pu avoir, et du suivi et de l'évolution de cet enfant, par un collège d'un comité d'adjudication secondaire. Parallèlement, les radiographies vont être relues par un collège de 3 radiopédiatres afin de déterminer si la radiographie initiale était effectivement une radiographie de pneumopathie, ce qui pose un certain nombre de problèmes en pratique. Donc le panel qu'on a retenu, c'est celui-là, celui qui retrace une vingtaine de pathogènes, essentiellement des virus et aussi 3 bactéries. On note qu'il n'y a là-dedans pas le pneumocoque. Effectivement, il n'y a pas le pneumocoque pour les raisons de portage qu'on a un petit peu évoquées un peu plus tôt. La recherche du pneumocoque a été remplacée par la recherche de l'antigénurie pneumococcique, qui, dans certains papiers de la littérature, aurait un intérêt lorsqu'elle serait négative pour affirmer qu'il n'y a pas de pneumopathie à pneumocoque. Et pas forcément d'intérêt quand elle est positive en raison du portage massif chez les enfants. Au niveau éthique, il s'agit d'une étude de soins courants. Nous n'avons pas de consentement à faire signer aux patients ni à ses parents, ce qui est une excellente chose compte tenu de la difficulté d'implantation de ce genre d'études dans un service d'urgence, qui est quand même extrêmement concentré et mis sous pression par le temps et toutes les choses qui peuvent se passer dans un service d'urgence. Nous avons estimé à 500 patients nécessaires, 250 par groupe, pour avoir une conclusion statistique suffisante. Et le financement est un PHRC national. Nous avons donc une dizaine de centres participants partout en France, que je profite de cette occasion pour remercier vivement pour leur participation. Et donc je vais vous présenter un petit peu des résultats, malheureusement pas encore stratifiés par groupe de randomisation, puisque les statisticiens me l'ont interdit, mais un petit peu des résultats épidémiologiques globaux de ces enfants. Nous avons à ce jour, en date du 11, inclus 358 patients. Nous sommes à un peu plus de 365, 367 ce matin.
majoritairement des garçons, comme toujours quand on parle de pathologie, et il s'agit d'enfants de, en moyenne, 3,7 ans, avec 75% des enfants qui avaient moins de 5 ans. On voit tout de suite sur la répartition mensuelle de ces inclusions la saisonnalité majeure dont on a déjà parlé, avec des pnéumopathies qui surviennent quasi exclusivement l'hiver en fait. Pour des raisons pratiques, nous n'avons pas pu faire l'étude que l'hiver et faire une pause l'été, ça aurait été un petit peu compliqué, d'autant plus qu'il y a quand même quelques pnéumopathies l'été, avec donc une épidémiologie particulière probablement à investiguer. Au niveau de la présentation clinique de ces enfants, ce n'est pas forcément ce qu'on imagine. C'est-à-dire que les enfants qui viennent avec une pneumopathie aux urgences, c'est des enfants qui ont de la fièvre depuis longtemps, depuis 72 heures en médiane, avec 25% de moins de 24 heures seulement. Ils ont tous une bonne saturation à 96 en pratique, il y a peu de détresse respiratoire, 43% des cas, on s'attendrait à un plus, vu que ça peut rentrer dans la définition de certains critères de pneumopathie. Ils toussent, ou presque. Et puis, ils ne sont pas graves. En fait, la majorité des enfants qui ont une pneumopathie à la radio, ils n'ont pas de sepsis, ils n'ont pas de signe de sepsis, ce qui explique qu'ils consultent un petit peu plus tard. Il y en a un petit quart qui a des signes de sepsis qui sont relativement modérés, parfois confondus avec des fièvres mal tolérées, et les sepsis sévères et les chocs septiques sont anecdotiques. Il y a eu un choc septique quand même dans l'étude. Ce sont des enfants qui sont vaccinés, la population française générale, vaccinés pour le pneumocoque et l'hémophilus. Il y en a quand même 10% qui ont une pathologie pulmonaire chronique, au premier plan duquel l'asthme. Il y en a 20% qui ont été hospitalisés dans l'année, on est loin de la population générale. Encore plus intéressant, il y en a 41% qui ont eu de l'amoxicilline dans les 6 derniers mois, ce qui est quand même un chiffre relativement élevé. On ne se rend pas forcément compte à quel point les enfants sont inondés d'antibiotiques. Et les bêta-lactamines, plus de 10%. Au total, 20% arrivés aux urgences déjà sous anti-infectieux, pour une suspicion, pour un nez qui coule, pour une rhinite, pour une bronchite, pour une bronchopathie, pour tout ce qu'on veut. Au niveau du devenir, et je pense que c'est ce qui va rejoindre notre critère principal, 20% des enfants à peu près ont quitté les urgences sans antibiothérapie, alors qu'ils avaient une pneumopathie authentiquement authentifiée et que les recommandations sont actuellement de traiter 100% des cas par amoxicilline. Ce qui, à mon sens, est plutôt une bonne chose, en fait, compte tenu de l'histoire. Il y en a quand même 41% qui ont été hospitalisés, 2 en soins intensifs réanimation, et 56% qui sont rentrés chez eux. Donc il y a quand même des enfants qui n'avaient pas de signe de sepsis qui ont été hospitalisés. Alors au niveau des problématiques qu'on a rencontrées très rapidement, c'est la saisonnalité des pneumopathies. Il y en a assez peu l'été, sauf épidémie de mycoplasme qu'on a pu rencontrer notamment sur Saint-Étienne un des 2 étés. Le mycoplasme fonctionne par petite épidémie. C'est un travail assez complexe par la quantité de personnes qui sont amenées à travailler autour de ce projet, puisque c'est un travail commun microbiologiste et urgentiste. Donc il y a effectivement un très très grand nombre d'intervenants avec les gardes, les rotations, nécessité de faire des choses la nuit, les médecins aux urgences pédiatriques, la garde, les internes qui changent tous les 6 mois pour un projet qui dure depuis 18 mois, c'est un peu compliqué. Le laboratoire, les biologistes, les internes de biologie, le pré-analytique qui participe, les infirmières des urgences qui prélèvent et qui doivent remplir un certain nombre de choses. Tout ça fait beaucoup de monde à faire travailler autour de ce projet. On a proposé au début que la PCR soit réalisée aux urgences. Ça n'a pas forcément été retenu. C'est avéré plus simple de faire directement la PCR au laboratoire, donc par les internes de biologie la nuit. Et puis il y a tout le pré-analytique à gérer. Alors je voulais surtout profiter de cette occasion pour vous rapporter une histoire clinique, pour vous montrer un petit peu ce que c'est qu'une pneumopathie virale de l'enfant, à quoi ça peut ressembler, et à quoi est-ce qu'on peut faire devenir réalité le mythe en utilisant une PCR multiplex directement aux urgences. Alors je vous ai mis des copies directement du dossier médical de l'enfant, anonymisé bien sûr. Donc c'est une enfant de 18 mois qui consulte, qui a de la fièvre depuis 4 jours. Il y a des critères qui sont plutôt bons. Elle sature à 99%, elle ne tire pas, elle a 150 de fréquence cardiaque, ce qui est un peu haut, mais sans plus à cet âge-là. Elle est à 38,3 subfébrile. Elle n'a pas d'antécédent en particulier. Le vaccin antipneumococcique est fait. Et elle a de la fièvre à 40 depuis 3 jours, avec un pic à 41 ce matin, une tolérance qui est fluctuante, parfois bien, parfois moins bonne. Quand on la voit, elle pleure, mais elle est bien tonique, elle n'a pas de signe de décompensation, un TRC à 2 secondes. Elle n'a pas de signe de détresse respiratoire, elle est plutôt finalement plutôt rassurante, cet enfant. L'interne fait une CRP en technique rapide, 131 de CRP, et donc on fait la radiographie, qui retrouve une magnifique pneumopathie du lobe moyen. Donc on inclut cette patiente dans OptiPack, elle est randomisée groupe PCR multiplex, donc tous les prélèvements sont faits, partent au laboratoire, le temps qu'on attende de voir un petit peu les retours.
La numération formule sanguine revient en première, avec 18 000 blancs, 10 000 polynucléaires neutrophiles, ce qui est élevé mais pas trop, la norme supérieure est à 8,5 à cet âge. Revient avec un ionogramme avec plutôt des choses un peu normales, une CRP à 128, on avait 131, une procalcitonine à 8,5, ce qui nous a fait un petit peu serrer la gorge. Et le reste est plutôt rassurant. On a une gazométrie qui est normale, des lactates qui sont basses. On a la recherche d'antigènes urinaires pneumocoque qui revient négative. Donc personnellement, je suis rassuré quant à la possibilité d'une pneumopathie à pneumocoque, d'autant plus que l'état de l'enfant n'est pas bien compatible avec ce tableau. Donc on décide d'attendre la PCR multiplex qui arrive et qui nous répond virus parainfluenzae 4 positif et tout le reste négatif. Sur ce, on conclut pneumopathie virale. Hop. Et on la renvoie à domicile, devant le bon état général, la fièvre qui dure, une biologie qui n'est pas rassurante, mais bon, l'enfant qui est plutôt bien, c'est discordant, donc on va croire plutôt l'enfant que sa biologie. Et on explique tout ça au papa, on discute bien avec lui, on se pose bien 5 minutes pour décider ensemble de ne pas traiter cet enfant par antibiotiques et de réévaluer à 48 heures en lui disant vous revenez vite si jamais il y a quoi que ce soit qui ne se passe pas bien. Voilà. Donc entre-temps, 2 jours se passent, je garde le téléphone sur mon bureau. J'ai des choses qui reviennent, donc j'ai la bactériologie standard qui revient, des prélèvements nasopharyngés qui me retrouvent 10 puissance 7 pneumocoques, 2 fois, avec des polynucléaires. On a des critères de qualité du prélèvement qui sont mauvais puisqu'il n'y a pas trop de cellules pavimenteuses, mais enfin il y a quand même du pneumocoque de partout, je suis un petit peu inquiet. J'ai une hémoc qui revient stérile, et puis finalement, le père me rappelle à 48 heures, alors que j'attendais la fin de la journée pour le rappeler. En fait, il rappelle pour remercier l'équipe médicale, puisque son enfant va très bien, son enfant n'a plus de fièvre depuis 24 heures, elle a un très bon état général, elle ne tousse plus. Elle joue, elle sourit, elle court partout, c'est comme ça qu'il me le raconte. Et il appelle pour remercier l'équipe médicale de l'ensemble de la prise en charge et de sa qualité. Donc, tout ça pour conclure que, oui, ça marche en fait. Utiliser une PCR multiplex pour savoir un petit peu qu'est-ce que c'est que l'étiologie d'une pneumopathie d'un enfant, sous couvert peut-être de protection et de réflexion. Et je pense que on n'en est pas encore à avoir un outil qui va vous donner une réponse à 100% véritable, mais dans l'ensemble de la prise en charge et sur l'ensemble de l'histoire d'une enfant avec un examen clinique cohérent derrière, on peut arriver, quand on n'en a pas besoin, à ne pas traiter inutilement. Et je pense que ça s'est reproduit quand même un grand nombre de fois. Je vous remercie. La communication est ouverte à discussion. Merci beaucoup, c'est passionnant votre affaire. En infectiologie adulte, on insiste beaucoup sur le décalage radioclinique. Et donc, on sait bien qu'il y a des patients qui ont un tableau de pneumopathie, des signes auscultatoires, et une radio encore normale ou subnormale, puis qui devient franchement normale le lendemain. Donc, simplement une question sur votre critère d'inclusion où vous imposiez l'anomalie auscultatoire. Alors, j'ai bien vu dans le dossier que la petite ou le petit là, avait une auscultation normale et une radio. Même moi, j'étais capable de voir la pneumopathie de l'enfant. Mais comme votre critère principal, c'est l'épargne antibiotique, est-ce que vous ne seriez pas tenté, dans un deuxième temps, d'étendre votre affaire et finalement sur tout critère d'infection respiratoire basse, où vous seriez tenté de faire un traitement antibiotique, puisqu'encore une fois, le critère, c'est de retourner à la maison et se faire féliciter par le papa 2 jours plus tard. Ça, c'est pas le critère, c'est le bonus. On était très contents. Ça arrive quand même pas souvent aux urgences que les parents nous remercient. En général, c'est plutôt l'inverse. Non, je pense que le problème, si vous voulez, c'est la définition de la pneumopathie. Le retard radioclinique, est-ce que c'est quelque chose de réel ou est-ce que c'est une façon un peu détournée de réussir à rattraper les diagnostics a posteriori? C'est toujours un petit peu compliqué. J'ai pris comme critère d'inclusion les définitions qu'il y avait dans les recommandations de la pneumopathie, dont font partie les radiographies thoraciques. C'est vrai que cet enfant n'avait pas spécialement de foyer de crépitant. Quand on a, en fait, en pratique, devant une fièvre sans point d'appel, on a tendance à avoir la radio facile en pédiatrie, parce que les pneumopathies, comme je vous disais, c'est pas si rare que ça, et c'est trompeur. C'est pas forcément la PFLA gravissime de réanimation à pneumocoque, au contraire. La majorité des cas, c'est ça en fait. C'est des enfants qui vont bien, et si on leur fait pas de bio, on sait jamais qu'ils ont une PCT à 8. Et ils rentrent chez eux. En général, sous amoxicilline, et c'est ça qu'on voudrait changer. Donc les critères que j'ai pris ceux-là parce qu'ils étaient opposables, pas forcément parce qu'ils étaient logiques dans notre pratique quotidienne.
Bonjour, Florence Doucet, Populaire Hôpital Antoine Béclair. Merci pour cette présentation et merci pour ce protocole, parce que je pense que ça va nous apporter pas mal de renseignements. Et puis, c'est pour ça qu'on a accepté de participer, parce que je pense que c'est très intéressant. J'avais une question à vous poser, et puis je voulais aussi un petit peu élargir le débat par rapport à la présentation qu'on a vue tout à l'heure. C'est vrai qu'on avait tendance à parler de point of care quand on l'implantait dans les services cliniques. Et en fait, là, on voit 2 protocoles où en fait le point of care est mis dans les laboratoires de microbiologie. Moi, je pense qu'en effet, on est microbiologiste, c'est un métier, on est pédiatre, c'est un métier, et que chacun a son expertise. Et on voit avec ces kits un peu la biologie pour les nuls que c'est pas si simple du tout. Et notamment, on a pas mal de problèmes avec les méningites. Et donc, je voulais savoir quels étaient vos arguments. Et vous nous aviez dit qu'il y avait des problèmes, puisqu'au départ, votre protocole avait été de mettre ces machines aux urgences. Pourquoi, en fait, ça ne s'est pas fait? Et quels étaient les arguments de part et d'autre? Alors, les arguments, ils sont doubles, en fait. C'est d'abord du côté du service des urgences, où on a déjà tendance à accumuler de plus en plus de missions, de plus en plus de travaux. On fait déjà des choses de biologie qui sont simplifiées, hein. On fait des CRP capillaires rapides sur des automates, on fait des tests de diagnostic rapides qui sont enfantins à utiliser, et tout ça, ça prend du temps, tout ça, c'est compliqué. Et puis tout ça, c'est difficile d'en rajouter toujours encore et encore. Le protocole était déjà suffisamment compliqué pour qu'on n'essaye pas, en plus, de rajouter du travail aux infirmières des urgences. C'est pour ça qu'on a fini par ne pas faire comme ça. Après, dans la pratique, sans vouloir vexer nos collègues bactériologistes, parce qu'il ne s'agit pas de ça, et il y a des choses qui sont effectivement simples à faire et qu'on laisse faire aux internes de biologie de premier semestre. En l'occurrence, la FilmArray, obtenir un résultat, c'est mettre une cassette, il y a 2 pipetages à faire, et puis attendre le résultat sur l'ordinateur. On arrive à des choses qui sont techniquement réalisables par des gens qui ne sont pas forcément compétents en microbiologique ou formés. Donc ça pose des problèmes, en fait, pas pour la réalisation du test, ça pose des problèmes pour l'interprétation du test derrière. Donc la nuit, il n'y a pas de bactériologiste dans le service des urgences disponible pour discuter et échanger des cas, donc on fait bien avec les résultats qu'on a. La journée, je pense qu'effectivement, il faut communiquer avec nos collègues. Après, non, voilà, je pense que les choses se font. Je pense que ça se fera peut-être comme ça dans l'avenir, parce que je pense que le bactériologiste, son avenir, c'est peut-être plus d'interpréter les tests que vraiment de les réaliser. Tout à fait. Moi, j'avais une question, c'est finalement, tu nous laisses un peu sur notre faim. Ouais. Y a-t-il une tendance entre les 2 groupes? C'est-à-dire qu'il y a 2 groupes d'inclusion. Est-ce que les analyses préliminaires montrent qu'il y a une différence qui se dessine? Alors, j'ai pas le droit de communiquer à ce sujet, pour ne pas influer sur la suite de l'étude, hein, parce que les statisticiens me l'ont rigoureusement interdit, donc je ne vais pas m'attirer leur foudre tout de suite maintenant. Ce que je peux vous dire, c'est que de ma pratique personnelle, puisque à Saint-Étienne, on a inclus quand même un grand nombre d'enfants, je vous l'ai montré là à travers un cas clinique, mais il y en a plein d'autres comme ça, en fait. Je trouve qu'il y a une réelle utilité à ce protocole en termes d'épargne antibiotique, mais plus, au-delà de ça, en termes d'adaptation d'antibiothérapie probabiliste. Parce que ce que je ne vous ai pas montré, par exemple, c'est que dans la PCR multiplex, il y a le mycoplasme. C'est-à-dire qu'en moins d'1 heure, on a le résultat du mycoplasme. Le mycoplasme, la bactérie atypique, les recommandations aujourd'hui, c'est de traiter toute myopathiie par amoxicilline, revoir à 48 heures. Si ça ne va pas mieux, on met sous macroline, des fois que ce soit un mycoplasme. Là, on sait tout de suite si c'est un mycoplasme. Donc l'épidémie de mycoplasme, par exemple, on les a tous traités d'emblée par macroline. Et on a shunté complètement cette étape de 48 heures d'amoxicilline inutile. Et en fait, il y a beaucoup de choses comme ça. Les grippes aussi, il y a des choses intéressantes dans ce genre-là. Alors, c'est la question que je voulais vous poser, c'est sur la grippe, puisque vous avez déjà fait un hiver complet avec le protocole. Est-ce que ça a impacté sur la prise en charge et la mise en route de traitement grippe? Alors, pour les autres centres, je ne sais pas encore. Pour le nôtre, peu, parce qu'on a en parallèle de ça des tests rapides diagnostiques de grippe, qui sont en fait le plus souvent réalisés avant qu'on fasse une radiographie de thorax. Et la radiothorax, elle nous sert qu'à estimer s'il y a des complications, un type de surinfection secondaire ou pas. Donc si on a une grippe positive et des signes de détresse respiratoire importants, on va faire la radio et à ce moment-là, on va voir ce qu'on va faire en termes de potentiel surinfection ou pas, selon ce qu'on a sur la PCR. Il y aura la grippe puisqu'on l'a en général déjà. Y a-t-il encore des questions dans la salle? Non, écoutez, merci à tous, merci aux orateurs d'avoir tenu leur temps.
Et puis, bonne fin de congrès.